Bonsoir et bienvenue dans le fauteuil blanc. Ce soir, je reçois pour vous Haruna Dicko, homme politique. Il est le fondateur du RPN, le Rassemblement politique nouveau, même si il n'est plus dans ce cadre-là. Bonsoir, M. Dicko. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Et déjà, que devient le RPN? Le RPN est devenu le PPRD depuis 2015, depuis le 19 décembre 2015. Donc, à sa tête, il y a M. Youssouf Kassamba qui préside à sa tête. Et vous êtes définitivement déconnecté avec cette entité? Oui. D'accord. Alors, on l'a vu, il y a quelque temps déjà, votre retour en politique. D'abord, pourquoi êtes-vous parti et pourquoi un retour? Bon, c'est vrai qu'il faut expliquer pourquoi j'étais parti. Mais avant de cela, il faut que je dise aussi pourquoi j'étais venu en politique. Parce que la politique, c'est un droit citoyen. Et donc, moi, j'étais syndicaliste. Et quand j'ai été licencié de façon abusive par mon employeur à l'époque, qui était Faso-Fani, et donc j'ai intenté un procès que j'ai gagné. Donc, finalement, je n'arrivais pas à avoir du travail. Parce que partout où je partais, on disait que c'est un syndicaliste pur et dur. Donc, les sociétés n'avaient pas besoin de ça, généralement. Donc, je suis resté comme ça. Et j'ai fait de la résilience. Les gens parlent de résilience. Moi, je suis de ça depuis 90, depuis 1990. Vous n'avez pas pu vous reconvertir autrement? J'étais obligé de revenir dans le syndicat et essayer de me professionnaliser dans une matière syndicale, en éducation ouvrière. Et ce qui a fait que j'ai fait le pas, vite fait le pas vers la politique. Puisque quand j'avais eu des problèmes avec le syndicat, j'étais obligé de venir maintenant en politique. Parce que la politique, c'est la petite sœur du syndicalisme. Donc c'est ce qui m'a fait venir en politique. Et pourquoi j'ai attendu jusqu'à l'occasion... Parce que vous n'arrivez pas à retrouver de l'emploi, c'est pour ça que vous êtes venu en politique? Non, je suis resté dans le syndicat pour me spécialiser dans l'éducation ouvrière, parce que simplement je n'arrivais pas à avoir du travail. Donc je ne pouvais pas avoir du travail, donc je me suis consacré au syndicalisme. J'ai eu des formations, j'ai fait beaucoup de formations là-bas, et donc ce qui m'a permis d'être ouvert au monde politique. Vous auriez pu vous installer à votre propre compte, non? Mais ça, c'est pas facile. Après Faso-Fani? Justement, la question, c'est ce qui m'a fait venir justement au syndicat et faire le pas à la politique. Parce qu'il y a trois sortes de mouvements associatifs. Il y a le syndicat. Quand on dit société civile, c'est le syndicat d'abord. Après, il y a les ONG. Après, il y a les partis politiques. Quoi que l'on dise, les partis politiques, ça fait partie de la société civile. Mais les gens, par curiosité, on veut mettre les syndicats, les partis politiques en dehors de la société civile. Quand on parle de société civile, les gens disent tout de suite non, c'est par opposition à la société politique. Alors que les sociétés civiles, ils ne parlent que politique. Donc ce n'est pas la société civile en telle. Donc je vous disais, il y a trois sortes de mouvements associatifs. Le syndicalisme, les ONG et les partis politiques. Mais comme je n'arrivais pas à avoir du travail, je me suis dit, je sais faire du syndicat, donc je vais me consacrer au syndicat. Et quand j'ai eu des problèmes au syndicat, je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas avoir du travail, mais pour être ONG, il faut avoir beaucoup de moyens et beaucoup de relations que je n'ai pas. Pour faire de la politique, il faut avoir des moyens et avoir une base sociale claire. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller en politique, vous auriez pu monter un business, non? Le business, c'est ça, l'ONG. Parce qu'on se fait une part de ce que le gouvernement n'arrive pas à faire. Donc, vous intéressez à ça. Les opérateurs économiques et tout ça, ils sont des ONG. Ils contribuent au développement économique du pays. Et donc, c'est ça qui fait que je me suis dit, moi, je suis formé pour le mouvement associatif, donc je vais... Qu'est-ce que je peux faire? J'ai eu des problèmes avec le syndicat. Le syndicat qui m'a fait arrêter, amener à la prison. Pourquoi? Parce que j'ai demandé des éclaircissements sur un point, c'est tout. C'était quel syndicat? L'ONSL.
Donc je dis non, ça ne fait rien. Je me suis calmé et je dis maintenant, il y a eu une occasion belle qui m'était donnée en 2005 quand Bado Laurent, le professeur Bado Laurent, avait pris de l'argent avec Blaise Compaoré pour les 30 millions et il essaie de se justifier. L'affaire des 30 millions. L'affaire des 30 avec millions. Émile Paré. Alors j'avais confiance en lui. J'avais beaucoup confiance en Bado. Il parlait bien, il me donnait confiance, il m'inspirait beaucoup confiance. Et donc je dis, ah, mais c'est pas normal. En tant le président de l'ADF-RDA, qui était le chef de file de l'opposition, il démissionne de son poste pour dire qu'il va soutenir le président Blaise Compaoré. Je dis, alors là, il y a quelque chose qui va pas. Ça cloche. Un chef de file de l'opposition qui démissionne pour aller soutenir la candidature du président en exercice, je dis non, ça ne cloche pas. Donc maintenant, moi, je peux venir en politique pour dire quelque chose. Pour faire autrement? Pour dire quelque chose, pour me faire entendre. Parce que je m'étais dit que si je venais en politique, je n'étais pas connu, je n'ai pas des moyens, je n'ai pas une base sociale bien structurée, donc je ne peux pas prospérer. Mais je dis, je vais faire un scoop. Comme ces deux-là se sont montrés défaillants, il y a la place maintenant en politique. Et que les gens disaient qu'il n'y avait pas de candidature indépendante au Burkina Faso, alors qu'il y en avait. Je dis non, il y en a. Et finalement, je dis bon, je vais prouver qu'il y en a. Il y a un vide maintenant sur la scène politique. Et je vais venir essayer de combler cela. C'est ce que j'ai fait. En annonçant ma candidature à l'élection présidentielle, en tant que candidat indépendant. Tout le monde a dit à l'époque que ce n'est pas possible. Il dit, mais venez. C'est en tant qu'il y a un journal qui a fouillé, allez trouver. C'était un groupe de mots dans une phrase seulement qui permettait cela. Ils ont trouvé. Alors, donc, vous entrez en politique, mais quelques années après, notamment, juste après l'insurrection, vous décidez de vous retirer. Justement, parce que j'ai vu l'insurrection venir et je n'ai pas pu freiner. Alors, c'était la plus grosse erreur collective des Burkinabés. C'est le crime le plus abominable en démocratie. Vous ne pouvez pas dire ça, l'insurrection aussi... Mais je l'ai toujours dit sur votre plateau ici. Tout à fait. Je l'ai toujours dit sur votre plateau ici. Les insurgés, ils savent de ce que je pense de ça. Vous savez aussi combien de Burkinabés s'identifient en cette insurrection. Sans le savoir. Sans le savoir, s'ils le savaient, ils n'allaient pas se... Ils sont convaincus que l'insurrection a apporté un renouveau, quand même. Rien du tout. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est l'insurrection. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est l'insurrection. Pourquoi vous dites ça? Le problème de terrorisme et autres là, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a une faille dans notre système d'unité, dans notre unité. Donc c'est pour qu'ils sont rentrés. J'ai toujours dit, quand les Margouillards rentrent dans un mur, ils n'ont pas fait la faille. La faille là, ce n'est pas les Margouillards qui ont fait. Les Margouillards rentrent dans une faille qui est là. Donc les terroristes sont venus parce qu'ils ont vu qu'on était faibles. Est-ce que le problème de cohésion, d'unité ne se posait pas bien avant l'insurrection? Ça s'est aggravé avec l'insurrection. Ça s'est très aggravé avec l'insurrection. Donc, déçu par l'insurrection, vous avez décidé de vous retirer de la scène politique? Je n'étais pas dessus tout à fait, je n'étais pas content, mais je me suis dit, on peut réparer, on peut revenir à de bons sentiments. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de corriger. Les insurgés, je les ai approchés pour dire, essayons de corriger. Le président de la transition à l'époque, le Premier ministre, le président du CNT, je les ai approchés, le président du GISAT. J'ai dit pourquoi il faut maintenant qu'on arrive à s'asseoir pour profiter de l'occasion et construire une nation. Parce que le Burkina aujourd'hui n'est pas une nation. Donc, j'ai dit il faut aller doucement. On va faire une transition de minimum 18 mois pour aller aux élections, faire c'est-à-dire une bonne constitution, un bon texte de constitution et aller aux élections. En ce moment, on va baliser beaucoup de choses, notre vivre ensemble. Ce que les gens ont refusé. On voulait aller très vite, ne pas durer dans une transition aussi qui pourrait créer d'autres problèmes.
La transition prolongée ne pouvait pas apporter autre chose que de la sécurité sociale pour le pays. Il y avait, vous savez bien, un problème aussi de légitimité. Ça posait quand même un problème de vide juridique, non? Il n'y avait pas un vide juridique. Les gens ont voulu créer autre chose dans le vide juridique. Sinon, quand le président Blaise Compaoré avait démissionné, la Constitution était claire. C'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim. Ce n'était pas une question de transition, c'était une question d'intérim. L'intérim, c'est quoi? C'est le président de l'Assemblée, il organise les élections. Les gens n'ont pas voulu de cela, parce qu'ils avaient des agendas cachés. D'accord. Alors, et pourquoi vous êtes revenu finalement donc à la politique, après ce retrait? Je suis revenu parce que j'avais dit beaucoup de choses en 2014-2015. Les gens n'ont pas écouté, c'est ce qui m'a fait. J'ai dit, bon, je vais quitter, les laisser partir. Et finalement, l'histoire m'a donné raison. Je dis, alors là... En quoi l'histoire vous a donné raison? En plusieurs... Je disais que la transition, il fallait sortir de la transition par une élection propre. Ça a été le cas, non? Salué par tous? Ben, monsieur Diévré, vous voulez que je répète encore ce que j'ai déjà dit ici 2 fois sur votre plateau ici? Donc, ce n'était pas des élections. Ah bon? Ah oui, c'était pas des élections. Pourquoi vous dites ça? Ce n'était pas des élections honnêtes. Mais c'est ce que les gens veulent faire encore. Et c'est pourquoi je suis sorti. Tous les observateurs ont reconnu que c'était des élections propres. Même le chef de file de l'opposition allait féliciter le vainqueur. Je ne vais pas rentrer quelque chose qui est en arrière, mais je suis en train de faire ce que... D'accord. OK. Et pourquoi vous êtes revenu alors? Je suis revenu parce que l'histoire m'a donné raison sur plusieurs points. Je vous ai dit par exemple, les élections, il fallait faire des élections propres, ça n'a pas été lu. J'ai dit qu'il fallait faire une bonne constitution pour pouvoir aller aux élections, on n'a pas fait. Et le président même, élu en 2015, il a dit qu'il va faire une constitution. Il y a eu déjà un projet depuis la transition, la 5e République? Qui est dans le tiroir. Parce que ce projet-là même n'était pas un bon projet. Ça ne peut même pas prospérer. Et de toutes les façons, je dis... Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet? À l'époque, j'ai dit beaucoup de choses. Mais j'attends, ils sont en train de corriger tout. Mais je dis que ça ne peut pas prospérer. Ce n'est pas un bon projet. C'est pas un bon projet du tout. En quoi ce n'est pas un bon projet? Il y a beaucoup de détails dedans, que ce n'est pas le lieu ici. Parce que je les attends, eux, la commission constitutionnelle. D'accord. En attendant donc que cette 5e République nous revienne dans l'actualité, puisque pour l'instant ce n'est pas le cas, donc vous avez décidé de revenir sur la scène politique. J'ai décidé de revenir parce que j'ai vu le danger que j'avais voulu éviter en 2015 et le danger est en train de revenir pire. Ah bon? Toute la classe politique est prête pour aller aux élections le 22 novembre 2020. Sur quelle base? C'est la Constitution. La Constitution, je n'ai jamais entendu de la part de cette classe politique. Le mandat du président arrive à terme. Des arguments, je n'ai pas entendu. Je n'ai entendu que des prétextes. Pourquoi d'abord aller aux élections? Pourquoi on fait des élections? Et bien sûr, parce que c'est la légalité constitutionnelle. Vous voyez, c'est ça que je me suis dit, il faut que les gens puissent... C'est la question que j'ai posée le 13. S'il n'y a pas d'élection d'ici décembre, à la fin du mandat du président en exercice, qu'est-ce qui va se passer? La Constitution est claire dessus. Le 28 à minuit, le mandat de Roch Marc Christian prend fin. S'il y a élection avant et s'il est élu, il va se succéder à lui-même. S'il n'y a pas élection, il s'en va et la Constitution prévoit que l'intérim. Mais pourquoi vous voulez qu'on en arrive là? Ça devait être l'exception, alors que c'est possible d'aller aux élections. Alors là, c'est là moi je vous parle que vous êtes en train de parler d'exception avant l'exception. Vous parlez de quelque chose qui n'est pas arrivé. On va aller aux élections, Et les élections, je vous ai dit, il faut des élections pourquoi et comment.
Alors, vous dites, quitte à ce que l'histoire me donne tort, cette fois-ci, je reprends la jouissance pleine de mes droits de liberté constitutionnelle en commençant par exprimer mon opposition à la tenue d'élections avant que le Burkina Faso recouvre l'intégralité de son territoire. C'est ça la question. J'ai fait une déclaration tout de suite. Je suis en train de venir petit à petit parce que je ne veux pas aller tout droit comme ça. Je dis, je suis opposé à cela parce que ce n'est pas du droit. Faire des élections aujourd'hui, à notre stade-là, sans que le pays ne recouvre cette intégrité, c'est faire une parodie d'élection. Ce n'est pas une élection légale. C'est légal, c'est les textes, on respecte les textes. Vous le dites sur quelle base? C'est la Constitution. La Constitution, mais président a sur un quelle mandat base? qui arrive à terme. Il faut bien organiser des élections. Je vous parle de texte, moi, je parle de Constitution. Vous parlez de Constitution, mais quel texte? Quelle partie? Vous parlez de quelle Constitution finalement? La Constitution nous dit à son article 37 que le président du Faso est élu au suffrage universel. Oui. Je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que la CENI est capable d'organiser des élections au suffrage universel aujourd'hui sans que le pays ne recouvre son intégrité? Mais la CENI dit qu'elle est capable de... Pourquoi mais la CENI ne peut pas, la CENI ne peut même pas aller dans certains coins pour aller faire l'enrôlement. Ce n'est pas pour faire des élections. Mais vous cachez la face ou bien c'est quoi? Je ne peux pas comprendre. Objectivement, c'est ça. Ok, vous êtes dans l'approche programmatique de la chose, votre interprétation de la Constitution. Vous savez par exemple que le Mali a organisé des élections. Mais c'est le prétexte que les gens donnent. Pas des élections crédibles. Monsieur Diabré, c'est le prétexte que les gens donnent. Mais aujourd'hui, est-ce que Soumaïla Cissé, si vous le demandez, est-ce qu'il va dire qu'il fallait faire des élections? Quel est le chef de file de l'opposition? Est-ce qu'il peut aller battre campagne? Allons-y. Soyons réalistes. Est-ce que vous pensez que le Burkina peut se permettre de ne pas faire des élections, attendre d'en finir avec la crise sécuritaire, on ne sait pas quand, avant d'organiser des élections? C'est ce qu'il faut. La France en a fait de 39 à 47. Les élections se font pourquoi? C'est pour donner la légitimité du souverain qui donne sa confiance à quelqu'un. Bien sûr. Mais si le souverain, il n'est même pas souverain. Mais vous savez d'ailleurs qu'on est combien de Burkinabés? Même sous Blaise Compaoré, avec Roch, est-ce que vous pensez que c'est l'ensemble des Burkinabés qui ont voté? On donne le droit. Vous savez que le suffrage universel est un droit inaliénable. Bien sûr. Quelqu'un qui veut voter, laissez-le voter. Bien sûr. Et vous devez faire voter sur tout le territoire. Et donc, vous n'allez jamais voir dans un pays démocratique qu'on va organiser des élections. Les pays qui organisent les élections, malgré les crises, ce ne sont pas des démocraties? Vous allez faire que je vais sortir de mon gond. Parce que, simplement, on n'a pas de souveraineté. Le Mali, aujourd'hui, Kidal n'appartient pas au Mali. L'armée malienne est revenue à Kidal. L'armée malienne n'est pas revenue. On dit l'armée reconstruite. L'armée reconstruite, c'est quoi? Ce n'est pas les Maliens. C'est la CEMA et les groupes qui ont accepté d'autres personnes. Et aujourd'hui, Soumaïla Cissé, qui est le chef de file de l'opposition, il est où? Je suis sûr, je peux mettre mon doigt au feu que aucun... Est-ce que vous ne vous dites Laissez-moi terminer. Oui. Aucun politicien du Burkina aujourd'hui ne peut aller à Koutou pour faire campagne. Et on va dire qu'on a fait élection. Sur quelle base? Mais il faut faire avec nos réalités. Ce n'est pas nos réalités, la Constitution est claire, c'est une exigence constitutionnelle. Mais c'est aussi une exigence constitutionnelle que d'organiser les élections à bonne date. Des élections à bonne date, des élections propres, honnêtes à bonne date. Si vous ne pouvez pas faire des élections honnêtes, ça veut dire qu'il ne faut pas tenir les élections. Pourquoi en 2015 on est parti jusqu'à 1 an? Or c'était 3 mois qu'il fallait. On n'a pas suivi la Constitution. Il y a eu quoi? Mais vous êtes d'accord que c'est peut-être ça aussi qui a engendré... C'est parce que ce que vous dénoncez, les élections de 2015, vous avez dit que ce ne sont pas des élections honnêtes et propres. Parce que les gens n'ont pas voulu. Les gens n'ont pas voulu. C'est peut-être que, par expérience, pour cette transition qui n'a pas forcément peut-être aussi été comme on l'aurait souhaité, qu'il faut éviter de rentrer dans une nouvelle transition. Ce n'est pas une transition qu'on a eue.
Même si vous vous appelez transition, c'est une transition non aboutie. Ça aboutit à quoi? La transition, ça veut dire quoi? C'est pour ça, justement, il faut l'éviter. Non, justement, si la transition arrive, il faut faire la transition. C'est ce que je vous ai dit. En France, en 1940, ils étaient obligés de faire une transition. En 1958, ils ont fait une transition. Vous voulez qu'on prenne ces exemples? Puisqu'on prend toujours des exemples sur la France. Et c'est du domaine de la souveraineté. On ne peut pas faire des élections. C'est comme, par exemple, je vais vous donner une image, peut-être au football. Il y a un terrain, on doit jouer sur le terrain. Et quelqu'un va venir occuper la moitié du terrain et vous allez dire que vous allez jouer sur le terrain. Est-ce que c'est un match que vous allez délivrer? Non. Si la moitié du terrain est occupée, vous ne pouvez pas jouer. Pour les juristes, vous avez une interprétation assez erronée de la Constitution, parce que à chaque fois vos sorties, vous vous appuyez sur la Constitution, mais ils pensent que c'est une conception trop primaire. Par exemple, la Constitution dit par exemple que tous les Burkinabés ont droit à la santé, ont droit au logement, mais c'est pas pour autant, ça c'est l'esprit, c'est pas pour autant que dans la pratique, ces droits sont forcément respectés. Un droit, on jouit de son droit. Moi, je suis en train de vouloir jouir de mon droit constitutionnel de faire la politique. Si j'ai un autre droit, je demande, je revendique ce droit. Normalement, vous savez, le droit à l'emploi, c'est un droit. C'est un droit, mais si tu n'arrives pas à avoir, tu vas faire comment? Est-ce que, au nom, par exemple, de la Constitution, vous irez peut-être attaquer l'État en justice parce que vous n'avez pas un emploi? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Le résultat, c'est quoi? J'ai gagné. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on vous a donné un emploi? Ça m'a donné un emploi. Ah oui? Pas un emploi, mais ça m'a donné un revenu. Ça m'a donné un revenu. Ça veut dire que c'est ce qui est très simple. Les gens prennent la Constitution, on fait la Constitution, les gens prennent, ils s'assoient dessus et ils veulent imaginer autre chose. Moi, je parle droit, je parle démocratie. Si vous voulez parler de Constitution et que vous voulez être exigeant, vous ne pouvez pas dire qu'on va aller aux élections, coûte que coûte, vaille que vaille. Il faut faire des élections correctes. Parce que le problème, c'est que, justement, si peut-être dans la conception, dans la vision de la classe politique, c'est d'éviter de créer une autre crise en n'organisant pas les élections à bonne date, parce que là aussi, on pourrait créer une crise politique. Ajouter à une crise sécuritaire qui est déjà là, une crise sanitaire qui n'est pas encore finie, en rajouter une crise politique. Vous imaginez un peu que je ne parle pas de la crise dans sanitaire. l'incertitude totale. Je ne parle pas de la crise sanitaire. La classe politique est en train de faire des calculs. Et ces calculs-là, je ne veux pas rentrer dedans. Ce ne sont pas des calculs démocratiques, ce ne sont pas des calculs... Quels calculs? Calculs, par exemple, quelle classe politique vous dites, par exemple? La majorité de l'opposition. La majorité veut aller aux élections, pourquoi? Vous n'avez pas pu gérer un pays, vous voulez aller aux élections. Mais il faut se soumettre à la sanction du peuple, justement. Quand on estime, quand on a un bilan, il faut aller défendre. On va calmer les choses maintenant parce que vous êtes en train de m'égratigner. Et j'attendais des politiques et des juristes sur ça. Vous êtes journaliste, vous allez me faire parler de certaines choses. Monsieur Djibril, si vous parlez constitution, on va aller au bout des exigences. Je suis d'accord qu'on fasse des élections à bonne date. Mais je vous ai dit, on fait les élections pourquoi? C'est pour donner une fonction à quelqu'un. On est dans ce cas actuellement. Le président du Faso a été élu pour quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Et la Constitution ne dit rien. Et c'est ça le vide juridique. Mais dans le calcul de toutes ces majorités et oppositions, comme il n'y a pas de disposition pour dire on va mettre le président à côté, si ce n'est pas l'élection, ils se disent allons-y aux élections, on veut gagner. Mais ils seront étonnés. C'est la même chose en 2015. Vous avez dit... En 2015, c'était la même chose. Ils ont dit on va aller aux élections, parce que chacun pensait qu'ils allaient gagner. Et quand le président a gagné du premier coup,
Les juges étaient. Mais c'est ça, ils sont là. Ils ne sont pas revenus de ça d'abord. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc c'est les élections. Et il y a beaucoup de calculs. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais si vous me posez des questions précises, je vais répondre. Comme c'est une surface de vérité, je vais dire tout ce que je pense être la vérité. C'est quoi la vérité finalement dans tout ça? Ils ont quel autre objectif derrière, à votre avis? Que de vouloir respecter la Constitution? Ce n'est pas respecter la Constitution. Parce que déjà, on ne respecte pas la Constitution. Ni le président ne respecte la Constitution, ni l'opposition ne respecte la Constitution. En quoi il ne respecte pas la Constitution? Le président n'arrive pas à gérer le pays, à sécuriser le pays, à garantir l'intégrité du territoire, et tout le monde se tait. C'est-à-dire? C'est ça la Constitution demande d'abord. À son article 36, la Constitution dit que le président est élu pour être garant de l'intégrité du territoire. On a une grande partie du territoire qui est occupée ou qui échappe à l'administration territoriale. Ni l'opposition, ni la majorité n'en fait cas. Ils en font cas, malheureusement. Pourtant. Non, je veux parler d'agir. Agir comment? Mais c'est ça justement, parce que la Constitution est muette sur ce cas. Donc il faut régler ce problème d'abord avant d'aller aux élections. Les élections, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Ce n'est pas un but. C'est un moyen pour vous faites partie de ceux qui ont défendu la limitation du nombre de mandats. La limitation du nombre de mandats, ce n'est pas que j'ai défendu. J'ai dit de respecter la Constitution. De respecter la Constitution. Le président avait le droit, Blaise Compaoré avait le droit de modifier la Constitution. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas. Parce qu'il n'arrivait plus à gérer comme à son jeune âge. Moi, j'étais contre la modification de l'article 37. Voilà, vous étiez contre la modification qui limite les mandats. L'article 37 qui limite les mandats. La modification de l'article 37, pourquoi? Parce que j'avais dit depuis 2005, le président Blaise Compaoré devait partir. Mais c'est des gens qui sont venus après dire qu'ils ne veulent pas, qui ont soutenu en 2005 pour qu'il soit candidat. Moi, je suis revenu en... Vous dites que le président Roch Marc Christian Kabore, le pouvoir de Roch, n'arrive pas à assurer donc, ses devoirs par rapport à la Constitution. Tout à fait. Mais vous pensez que ce pouvoir doit rester, parce que s'il n'y a pas d'élection, ce pouvoir va rester, c'est bien ça. C'est pas ce que j'ai dit. Vous dites quoi alors, s'il n'y a pas d'élection? S'il n'y a pas d'élection, le 29 décembre, il y a l'intérim. Et 3 mois après, maintenant, il y aura un vide juridique. Comment vous voyez cet intérim? L'intérim, c'est Bala qui prend. Le président de l'Assemblée, c'est clair, la Constitution le dit clairement, à son article 43. Le président de l'Assemblée prend le pouvoir et il organise dans les 90 jours des élections. Et si la situation sécuritaire n'évolue pas dans les 82 jours, on fait quoi? Mais c'est ce que je veux anticiper. Parce que je sais que Bala ne peut pas gérer le pays. Pendant que le président n'allait pas à gérer le pays. Et je sais aussi que n'importe qui de l'opposition que vous allez prendre aujourd'hui, mettre au pouvoir dans ce stade-là, il n'arrivera pas à gérer. Alors, et c'est pourquoi j'ai dit, il faudrait qu'on s'asseye ensemble, on va trouver une solution. Et c'est ça que je le dis depuis tout le temps. Il faut un dialogue national, on va s'accorder sur quelque chose. Sur quoi? Une transition, une vraie transition n'est pas à écarter dans ce pays. C'est quoi une vraie transition à votre avis? Une vraie transition, on va s'asseoir et le président, ça dépendra du président actuel. Si lui crée la transition dans son mandat, il pourra gérer la transition. Dans le cas contraire, on sera obligé d'aller vers une transition, tôt ou tard. Et c'est pourquoi je veux anticiper qui est la transition dès maintenant. On appelle tout le monde, ce que j'avais dit en 2015 aussi. C'est pour revenir, pour essayer de corriger les erreurs de 2015. C'est ce que j'avais dit en 2015. Vous êtes partis trop vite en besoin. Asseyons-nous, on va réorganiser cette transition pour pouvoir bien parler et on va aller aux élections sans accord. Et c'est ce qu'il faut. À quoi sert d'aller aux élections pour dire... Est-ce que quand vous parlez de s'asseoir, de discuter, d'organiser une transition, est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train de passer à un gouvernement d'union qui... parce que parfois les opposants c'est aussi ça. Parce qu'on veut un gouvernement d'ouverture pour pouvoir... J'entends les gens parler du gouvernement d'union nationale, gouvernement d'ouverture. Non, pas du tout. J'ai ma petite idée.
Si on s'assoit, on va parler. Parce que ce qui était dangereux dans ce pays, j'ai fait 10 ans, je parlais, les gens vont aller, ils vont exploiter mal, et puis ils vont venir tomber dans le... Asseyons-nous, je vais dire ce que j'ai préparé beaucoup de choses. Je veux un dialogue national dans ce pays. Pas un dialogue social, un dialogue politique, un dialogue national. Ça ne s'est jamais passé dans ce pays. Que tous les Burkinabés s'asseyent pour parler, de vivre ensemble. Et ça va nous amener où, ce dialogue national? Ça va nous amener à une bonne transition et qui va nous amener à une bonne élection et ça va nous amener à une bonne gestion des affaires de l'État. Parce que aujourd'hui... Avec ces acteurs-là, politiques-là, vous pensez que... on risque pas de se retrouver encore dans un folklore. On a vu un peu en 2000 aussi avec la Journée nationale du pardon. Après, on a vu d'autres forums, d'autres forats. Mais finalement, qu'est-ce que ça donne toujours? Ces regroupements n'ont jamais réussi à nous sortir d'affaires, finalement. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai parlé du dialogue national. Ce n'est pas le dialogue politique que les gens font généralement. Ce n'est pas le dialogue social que les gens font généralement. Ce n'est pas le dialogue culturel. Mais je parle de dialogue national, ça veut dire quoi? Tous les segments de la nation vont se retrouver pour discuter le vivre ensemble au Burkina. Ça ne s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais fait. De 1919 jusqu'à la 32 à la dislocation, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais passé. Les Burkinabés ne se sont jamais assis pour parler. Et c'est de ça, moi, je parle depuis tout le temps. Et que les gens ne veulent pas comprendre. Et vous, les journalistes, je vous demande de m'aider à faire comprendre cela. Dans le Burkina Faso, les politiques, le social, ils ne sont jamais assis pour un dialogue national pour parler du vivre ensemble. Notre vivre ensemble est conflictuel. Et c'est pourquoi il y a trop de coups d'État, il y a trop de remous. Un dialogue national. Ça suppose avec des acteurs sincères. Avec tous les acteurs et on va se dire la vérité. Malheureusement, cette classe politique ne nous donne pas cette gage justement de Mais ça sincérité. dépend de la responsabilité du président du Faso. C'est lui seul qui peut convoquer aujourd'hui un dialogue national. C'est lui seul qui a la prérogative de convoquer le dialogue national. Depuis 2017, je lui dis, convoque le dialogue national. C'est bon pour toi, c'est bon pour le pays. C'est bon pour tout le monde. Moi, je ne suis pas partisan. Je fais de la politique, mais pas partisane. Mais je veux le bien-être du pays. Est-ce que ce n'est pas un jeu de mots? Vous dites, vous ne faites pas de la politique partisane, vous faites de la politique citoyenne. C'est juste un jeu de mots. Est-ce que on peut faire de la politique sans être partisan, forcément? Oui, le jeu de mots. Je suis citoyen, j'ai un droit, je jouis de ce droit. Je veux jouir pleinement de ce droit. De faire la politique, d'exprimer mes opinions. Ce que je fais. La politique partisane, c'est ce que les gens de la majorité de l'opposition sont en train de faire aujourd'hui. Quand l'opposition voit le pouvoir faire quelque chose, ils tapent à boulet rouge, sans chercher à comprendre. Et c'est pourquoi de tout... Mais j'ai fait 10 ans, je dis, je ne suis pas... Si c'est ça votre opposition, moi je ne suis pas opposant. Je suis critique. Critique, ça ne veut pas dire opposé. J'ai un ami, il fait quelque chose qui n'est pas bien, je lui porte ma critique. Opposition, ça veut dire que tu as même un frère, tu es opposé à lui, il fait quelque chose de bien, comme on voit, tu vas t'opposer à ça. Pour le fait seulement de vouloir t'opposer. Et c'est pourquoi je dis, ça ne correspond pas. Opposition, majorité, ça ne correspond pas. Est-ce que finalement, votre approche ne vient pas encore rendre les choses plus compliquées, plus ambiguës par rapport à la marche du pays? La marche du pays sera très limpide à partir de ce moment. Si aujourd'hui, les Burkinabés s'asseyent pour parler du vivre ensemble, on va trouver une solution. Et c'est sûr. C'est sûr et certain que les syndicats, les politiques et tout le monde, franchement, on vient et que le président ait le courage de convoquer. Depuis 2008, je le demande.
Depuis 2008, j'ai demandé à Blaise Compaoré de le faire, il n'a pas fait. Il a fait un semblant en 2011. Soyons réalistes quand même. J'ai l'impression que chez vous, ça manque un peu aussi de réalisme. Il y a la réelle politique. Vous savez bien que, vous-même, vous l'avez dit, c'est de la politique partisane. Mais est-ce que vous pensez que ces acteurs-là sont prêts à ce sacrifice? Mais ce n'est pas de la politique, c'est des politicards, ce n'est pas de la politique. C'est des gens qui font de la politique sans scrupules. C'est ça la différence entre la politique partisane et la politique citoyenne. Les gens qui font la politique sans scrupules, c'est des politicards. Et ils sont pleins aujourd'hui. C'est eux qui sont au devant de la scène. Mais c'est ça qui retient l'attention de beaucoup de gens. Et c'est ça qui fait que la jeunesse manque de repères. C'est aussi le jeu démocratique. Ce n'est pas le jeu démocratique, justement. Ce n'est pas de la démocratie. On ne peut pas aller brûler l'Assemblée nationale pour dire que ça, c'est de la démocratie. Ça, c'est de l'anarchie pure. Et les gens se taisent dessus. Mais voilà, là où... Il se trouve qu'ils ont leur influence et ils ont ce pouvoir-là, et c'est eux qui décident parce que justement ils ont été élus. C'est pour ça que je parle de jeu démocratique. Ils ont été élus comment? C'est pourquoi je vous dis, ne jouez pas leur jeu. Moi, je ne suis pas dans leur jeu. Et vous, les journalistes, je vous demande à tous les journalistes de m'aider à faire comprendre. Parce que la jeunesse n'a pas de repère aujourd'hui. La jeunesse ne voit que les gens qui ont, sans scrupules, ils sont en politique, ils font du n'importe quoi, changer de parti, faire des trucs. Et c'est ça, pour la jeunesse, c'est ça la politique. Non. Et vous, les journalistes, vous taisez sur ça. Et c'est ça, justement. Non, mais c'est un peu ce que vous faites, non? Vous étiez là, vous disparaissez de la scène, vous vous retirez, vous revenez. C'est aussi ça aussi qui paie la jeunesse. J'ai parlé, on ne m'a pas écouté. Je me suis, à mon âge, je me suis déporté devant l'université pour aller porter le message. À l'époque, quelques organes de presse ont aidé, mais les gens n'ont pas écouté. C'est ça qui a mené l'insurrection. Je dis, ne partez pas à ça, parce que ça va aboutir à quelque chose que vous n'allez pas maîtriser. Le 31 octobre, j'ai pris ma moto, j'ai attaché un micro, allé à la place de la Révolution. Je dis, vous êtes en train de commettre l'erreur de nos dévanciers le 3 janvier 1966. C'était une erreur, 3 janvier 1966? C'était une erreur. Ils ont appelé l'armée au pouvoir. Jusqu'à 2015, l'armée était au pouvoir. Et aussi, ils ont demandé l'armée au pouvoir. Mais l'armée est venue avec Zida. Il a fallu d'autres combines pour que Zida parte. Finalement, les civils sont revenus au pouvoir. Les civils sont revenus au pouvoir, mais comment? En excluant d'autres personnes. L'exclusion n'amène que le désordre. L'exclusion de tout part n'amène que le désordre. On ne peut pas faire une élection en excluant des gens pour dire qu'on a fait une élection. En 2020, on aura des élections inclusives. Mais ça veut dire déjà que... C'est une bonne chose, non? Il y a déjà des gens qui sont en avance. Si vous terrassez quelqu'un et puis vous êtes déjà en avance, vous lui dites non, tu peux rentrer dans la course là maintenant. Le départ n'a pas été correct. Mais c'est un faux départ. Mais c'est ça la réalité que vous ne voulez pas. C'est ça que la réalité. C'est ça aussi le jeu démocratique. C'est pas le jeu démocratique. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir et qui veut renouveler son mandat et puis il y a une opposition qui... Je dis non, c'est pas la démocratie. Qu'est-ce que vous appelez démocratie? Mais c'est ça justement, il faut qu'on s'entende. Dans ce dialogue national, on va... C'est quoi la démocratie pour vous finalement? Parce que... C'est l'expression de la majorité, de la volonté de la majorité. Mais c'est ce qui se passe actuellement, non? Ah non? Pas ça? Le président Roch Marc Christian a été élu par 1,6 million Burkinabés. Donc vous êtes d'accord qu'il n'a pas été élu par l'ensemble des Burkinabés? Mais ce n'est pas une élection. Ce que j'ai dit dès le départ, ce n'est pas une élection. Donc, mais pourquoi vous voulez que pour 2020, il faut que tous les Burkinabés votent? Je n'ai pas dit 2020. J'ai dit pour les prochaines élections. À mon entendement, il faudrait qu'on arrive à corriger tout ce qu'on a fait comme erreur depuis 2015 et aujourd'hui pour aller à de bonnes élections. Pour le bien du pays. Ça, c'est l'idéal, mais ça va être compliqué, vous le savez bien. Celui qui n'a pas d'idéal, il n'existe pas. Oui, mais ça va être compliqué, il faut être réaliste aussi. Mais c'est la réalité comme ça du terrain, on peut le faire. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire. En 1965, Maurice Kamego a été élu avec 2,1 millions électeurs. Et jusqu'à présent, personne d'autre, aucun autre président n'a pu avoir cela. Et pourquoi? Ça veut dire que c'est possible. C'est possible.
Mais puisque tout le monde, aujourd'hui les gens vont quoi? J'ai des voisins qui tournent, on va avoir notre part. C'est devenu le commerce, ce n'est pas de la politique. Oui. Je veux aller pour avoir ma part. Mais c'est ça, si vous appelez ça politique, moi je n'appelle ça pas ça politique. Oui, on est tous d'accord que ce n'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, alors si vous êtes d'accord que ce n'est pas bien, comment corriger? Comment corriger? C'est ce que j'ai dit, on va s'asseoir dans un dialogue national, et je vous le dis, dans un dialogue national, moi je suis prêt pour cela. Et si vous êtes prêt pour cela, vous en faites écho, et on va arriver à ce dialogue national. Comment on fait dans ce dialogue national? Vous irez dire quoi pour changement, pour que ça change? On va dire qui est qui doit faire quoi, et finalement, pour sortir le pays de l'ornière. Parce que le pays, là, aujourd'hui, vit mal. Tous les segments de la vie nationale sont bloqués. Je ne parle même pas de Covid. Tous les segments. Vous allez continuer dans ça? Mais ce n'est pas bon. Mais moi, c'est une doléance que je vous fais. Aidez-moi. Aidons-nous à mettre notre pays là sur des rails. Parce qu'on a eu beaucoup d'erreurs et on va d'erreur en erreur. Asseyons-nous un moment pour dire « Ah, aujourd'hui ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il y a des milliers de personnes dans ce pays-là qui ont des idées, mais qui ne veulent pas se mêler avec les politicards. Si on les appelle, ce président, il a la latitude aujourd'hui de le faire, de convoquer les gens. Quand on a des idées, il faut les défendre, il faut les exposer. Il ne faut pas prêcher dans le désert. Mais c'est en prêchant dans le désert qu'on finit par se faire entendre. Je me suis engagé. Impacter le changement. Moi, je me suis engagé et j'ai essayé. À un moment, je dis, bon, comme on ne m'écoute pas, mais je vais me mettre à côté. Mais j'ai senti qu'on m'écoutait, mais on s'en fout de ça. Et qui s'en fout de ça? C'est la classe politique. Les quelques-uns qui mènent la politique dans ce pays, qui ont les rênes de la politique, qui sont en train de drainer. Et des jeunes sans repère les suivent pour dire « Ah, c'est l'occasion pour nous d'avoir quelque chose ». Et c'est ça le danger. Et comment on fait pour changer ça, cet esprit de cette jeunesse? Si l'on s'assoit aujourd'hui... Il y a une vision mercantile de la politique. En 2015, j'avais fait un mémorandum sur la transition. Et j'avais donné tous les éléments pour pouvoir partir sur de bonnes bases. À l'époque, comme Zida était entouré de juristes qui étaient envieux de postes politiques, et ils n'en voulaient pas. Comme quoi? Comme quoi, on a jugé Diendéré aujourd'hui. Il a fait un coup d'État. Mais quelle est la différence du coup d'État de Diendéré avec le coup d'État de Zida? Zida n'est pas jugé. Alors c'est Zida qu'on devait juger d'abord, avant de juger Diendéré. Mais c'est des choses comme ça. C'est très simple et c'est réaliste, c'est le fait concret que les gens veulent ne pas voir avec la politique de l'Autriche. Parce que je suis partisan de Zida, je ne veux pas qu'on touche à Zida. Et c'est le faible qui est toujours en pâtit. Mais alors, moi, j'ai le droit avec moi. Je ne fais que suivre le droit. Et que les gens ne veulent pas entendre, et je vais répéter, je dis, je jouis pleinement de cela. Les gens ne veulent pas écouter, mais moi je vais parler. La Constitution, tout ce qu'ils sont en train de parler d'élection, ils ne sont pas dans le droit, ils ne sont pas dans la Ils sont dans le droit, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas dans le droit. Ils ne sont pas dans le droit. En quoi ils ne sont pas dans le droit? En fait, toute la question, elle est là. Vous dites, ils ne sont pas dans le droit. Vous pensez que tout le pays, toute la République va se mettre en dehors de la... Toute la République quoi? Quelle est toute la République? Quelle est toute la République? C'est comme ça. Il y a un mandat qui arrive à terme, il faut bien aller aux élections. Mais il faut aller aux élections, mais comment on va faire les élections? Vous dites qu'ils ne sont pas dans le droit. Comme si aller aux élections en novembre, c'est être en dehors de la Constitution. Il y a 5 exigences de la Constitution pour les élections. 5 exigences. Vous voyez que vous ne pouvez plus parler. Allez-y, je vous écoute. Mais moi,
j'attends, ce n'est pas vous que je veux. Moi, je veux des juristes. Mais je vous écoute. Mais j'ai dit que tu as le droit, vous êtes juriste. Vous parlez pour le peuple, vous ne parlez pas pour des juristes. Pour le peuple, là, je sais que quand je vais parler, les gens vont écouter, ils vont aller exploiter mal encore. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai fait 10 ans d'expérience de ça. Je ne vais pas parler pour parler. Je vais parler pour aboutir à quelque chose de bien. Et je sais que ça peut apporter quelque chose de bien pour le pays. Je vous dis tout de suite, les gens vont entendre, et les gens de mauvais esprit, ils vont prendre, et ils vont tout de suite rentrer dans leur laboratoire, c'est pour faire du mauvais. C'est comme si, par exemple, vous avez un brevet que vous n'avez pas encore fait reconnaître, vous avez une invention que vous n'avez pas fait reconnaître, et vous commencez à parler de ça, mais vous ne pouvez pas empêcher les pirates de prendre ça. Mais c'est ça le même. Et ils vont faire du mauvais. Ce n'est pas pour faire du bien, c'est pour faire du mauvais, mec. Moi, je veux aller devant. Je suis revenu aujourd'hui, j'ai dit, je veux revenir, quitte à ce que l'histoire me donne tort cette fois-ci, mais je sais que l'histoire ne me donnera pas tort, mais c'est pour dire que les gens n'ont qu'à écouter cette fois-ci. Cette fois-ci, écoutez, ne discutons pas pour discuter, la polémique stérile. Moi, je dis... Donc pour vous, novembre, il ne faut pas aller aux élections. Je suis opposé. Du point de vue du droit, je suis opposé à des élections, à une élection présidentielle. Ce n'est pas du point de vue du droit, parce que c'est du point de vue du droit. Ceux qui veulent aller aux élections aussi parlent du point de vue du droit. Ils n'ont pas d'argument juridique. Ils n'ont que il y a un délai constitutionnel à respecter. Le délai constitutionnel, c'est quoi? 5 ans, le mandat arrive à terme, il faut renouveler. Et la condition il faut aller constitutionnelle, aux élections. La condition constitutionnelle, c'est quoi? Quelles conditions constitutionnelles? Donnez-nous les conditions, vous ne donnez mais pas. Je vous ai dit tout de suite, là, je vous ai dit tout de suite, c'est le suffrage universel. En quoi il y a de l'opposition ici entre le suffrage universel et aller aux élections? Alors là, on ne comprend pas le suffrage universel de la même manière. Ah, voilà. Comment vous comprenez ça alors? Le suffrage universel, ça veut dire que les élections doivent se tenir partout et pour tous. Mais il y a des situations, des cas exceptionnels où on ne pourra peut-être pas aller. C'est la Constitution qui vous dit ça? La preuve, même les échéances passées, il y a des zones où on aurait pu avoir des urnes pour permettre aux populations de voter. Ça n'a jamais été le cas. Quelle occasion? Ou bien? Le Burkina Faso compte aujourd'hui 274 200 km². Le président Roch a été élu sur les 274 200 km². Bien sûr. Il faudrait que les élections se tiennent... Mais la CENI ne vous dit pas que les élections ne se tiendront pas sur les 274 000 km². La CENI ne dit pas pour le moment, et j'ai écrit à la CENI, je les ai répondu quand ils ont dit qu'ils peuvent tenir les élections, mais j'ai compris, après les gens sont venus, mais j'ai compris que c'est des calculs encore pour la CENI. Il y a 100 milliards qu'il faut utiliser. C'est tout. Est-ce que vous comprenez aussi que si on ne va pas aux élections, on pourrait être aussi confronté à une autre situation peut-être beaucoup plus dramatique? C'est aussi cela. Laquelle situation, par exemple? Il faut aussi anticiper sur les crises possibles. Il n'y a aucune crise possible. Aucune crise possible. Quand il y a une sous-secrétaire générale des Nations Unies qui était venue ici, mais moi, je suis tombé. La majorité, l'opposition, les partis civils, les sociétés civiles, ils étaient tous d'accord. Non, elle a dit donc il faut tenir des élections. Elle est chargée de la paix. Elle vient, au lieu de parler de la paix, elle parle d'élections. Les élections, c'est aussi un outil de paix. Ça peut créer des problèmes. Comme ça peut créer aussi une crise, ça peut aussi envoyer la paix. OK. Mais présentement, on est en crise, la paix est menacée dans le pays. Elle vient, au lieu de parler de cela, elle parle d'élections. Et tout le monde est d'accord. Où est notre souveraineté? Si tout le monde pense aussi que les élections peuvent nous permettre de sortir de la crise. Non, pas du tout. Les élections ne nous ont pas sorti de crise en 2015. Les élections ne nous ont jamais sorti de crise. Et ce que j'ai dit depuis 2005, que Blaise devait partir et il a fait des élections, il a gagné. Mais finalement, c'est devenu comment? C'était à 80%, et puis finalement, il est parti comment? Mais c'est ça. Ne reportez pas les problèmes. J'ai dit, anticipons, réglons les problèmes d'abord, avant d'aller aux élections. C'est vrai, une mauvaise élection peut amener des crises.
Et on ne peut pas fermer les yeux pour aller dans des mauvaises élections pour avoir des crises. Arrêtons-nous, parlons transition, asseyons-nous, les modalités de cette transition, ensemble, on va décider. Et il appartient au président de convoquer. Depuis 2017, je suis sur cette lancée avec lui. S'il convoque aujourd'hui, le pays sera en paix. Et on verra comment on va faire pour jubiler tous les problèmes. Vous croyez beaucoup en cette... Je crois au dialogue. Moi, je crois dialogue national, vous pensez que ça peut... Je crois au dialogue et je sais que c'est la seule solution qui nous reste. Autrement, on va aller devant le Parce pays. que la crainte aussi, c'est d'aller à un dialogue où on va encore mobiliser des ressources pour retrouver du monde, pour après sortir quelque chose qui ne va pas nous amener quelque part. C'est aussi cela. Parce qu'il y a eu des exemples, hein, il faut l'admettre. Même si ce n'est pas forcément un dialogue national, mais on a vu pas mal de... le Burkina régulièrement organise voilà, ce genre de rendez-vous, mais au sortir, on se retrouve. On a fait les états généraux de la justice, on a fait les états généraux de la sécurité, etc., etc. Mais bon, on sait où finalement ça nous amène. État généraux de la justice en 2015. Il y a beaucoup d'acteurs de la justice qui avaient dit que ce n'était pas la peine parce qu'ils n'avaient pas été convoqués et ce n'était pas bien indiqué. C'était partisan. Zida voulait quelque chose pour quelque chose. État généraux de la sécurité. Ça, c'était en 2016 ou bien 2017, je ne me rappelle plus. On a fait... Avec Simon Compaoré. Avec Simon Compaoré. Mais on a fait sans inviter le colonel Barry qui est internationalement connu, qui avait déjà quelque chose. Mais je ne parle pas de ces genres de rencontres. Je parle des rencontres sincères. Ce dialogue national peut être sincère. Il n'a jamais eu dans ce pays. Je ne parle pas d'un modèle CCRP. Je ne parle pas d'un modèle journée de la paix. Je parle d'un dialogue national franc et sincère. Et il y a déjà les termes, projets de termes de référence que j'ai. D'accord. On peut aller. Espérons que ce cadre-là sera créé. Mais c'est nous qui pouvons demander par le président du Faso pour vous permettre d'apporter vos idées justement. Pour une... À chacun d'apporter ses idées. À tous les segments de cette nation. Qu'on se retrouve, on va aller devant. Qu'on mette les calculs et les zéros derrière et on peut aller devant. D'accord. Merci, M. Arina Douko, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Nous sommes en fin d'émission. Merci. Madame, Monsieur, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.